Bonjour, merci de nous rejoindre pour ce nouveau journal. Voici les titres de ce mardi 29 novembre. Linky fait débat. Ce compteur électrique nouvelle génération a commencé à être installé dans le sud du département. Sa nouveauté, il envoie une fois par jour des données sur la consommation électrique du foyer. Mais des particuliers refusent, des municipalités les ont rejoints. Ces opposants pointent des dangers pour la santé et le respect de la vie privée. Des arguments qui ne tiennent pas selon les partisans de Linky. On fera le point dans cette édition. Arriver au bureau quand on le souhaite, pouvoir s'absenter pour aller chercher un colis, jouer au baby-foot entre deux réunions. C'est le rêve de beaucoup de salariés. Eh bien, c'est le quotidien chez Ideolis. Cette entreprise de La Roche-sur-Yon met en avant le bien-être au travail. Elle vient d'ailleurs de recevoir le label Best Workplace, une première dans le département. 95% des salariés déclarent être contents d'y travailler. Et puis nous irons découvrir la dernière création présentée par la compagnie Grizzly, troupe de théâtre vendéenne. Il s'agit de Monsieur Fugue, une pièce qui raconte entre réalité et poésie la déportation des Juifs pendant la Shoah. Une manière à travers le théâtre de transmettre le devoir de mémoire. On ouvre donc ce journal avec ce débat autour des appareils Linky. Ces nouveaux compteurs électriques sont en cours de déploiement dans le département. À terme, 90% des foyers français devraient en être équipés d'ici 5 ans. Linky est un compteur nouvelle génération qui envoie une fois par jour des données sur la consommation. Elles doivent permettre à Enedis de mieux gérer la production d'électricité en fonction des besoins. 15 000 compteurs Linky ont déjà été installés en Vendée, mais ce déploiement fait polémique. Des particuliers s'y opposent, mettant en avant des dangers pour la santé et pour le respect de la vie privée. Certaines municipalités vendéennes sont également entrées en guerre contre ces compteurs Linky. On fait le point sur ce dossier avec Apolline Laurent. Dans son garage où se trouve son compteur électrique, Henri Chauveau a clairement indiqué qu'il refuse l'installation des nouveaux compteurs Linky. Alors sur mon compteur, j'ai scotché le procès-verbal de l'acte d'huissier de justice, puisque nous sommes une vingtaine actuellement dans le sud Vendée. Nous avons sollicité un cabinet d'huissier pour ce qu'on appelle une sommation de ne pas faire. Pourtant, sa lettre n'a pas de valeur juridique à proprement parler. Si Henri Chauveau s'oppose farouchement à ces nouveaux compteurs, c'est qu'il considère qu'Enedis n'est pas assez transparent, mais surtout que la société s'introduit dans sa vie privée en collectant des données sur sa consommation d'énergie. Pour moi, ce sont des éléments de ma vie personnelle qui sont absolument essentiels. Et là, je me sens vraiment trop lié, trop enchaîné. Même si je l'ai déjà par mon téléphone, peut-être par mon Internet. Mais là, non. Une potentielle surveillance des particuliers dont Enedis se défend. Ce compteur est effectivement un capteur et il compte une consommation globale de la maison. Donc en aucun cas on ne sait si le consommateur a allumé son téléviseur, a pris une douche, a allumé son four. C'est une consommation globale, premier élément. Deuxième élément sur ces capteurs et ces données, c'est qu'elles sont intégralement transmises une fois par jour au distributeur de manière totalement anonymisée, cryptée et sécurisée. Des arguments entendus mais qui ne suffisent pas pour convaincre. À Saint-Hilaire-des-Loges, le conseil municipal s'est opposé au déploiement de ces compteurs sur la commune. Une délibération que le SIDEV ou encore la préfecture ont demandé de revoir sous peine d'être traduit devant le tribunal administratif et de payer une amende de 4 000 €. Mais la municipalité maintient pour des questions de santé publique et de manque de concertation des citoyens. Il y a de plus en plus de gens qui sont sensibles aux ondes, mais surtout, ce qui nous paraît inadmissible, c'est la façon dont on procède pour nous imposer ce compteur Linky. Je rappelle d'abord que le compteur Linky, il est généralement installé dans le garage, donc il n'est même pas en contact avec la famille. Là, ce sont des courants porteurs en ligne qui passent dans le réseau électrique et qui s'en vont vers l'extérieur et qui n'entrent même pas dans la maison. On n'est pas complètement prêt non plus à envoyer un policier derrière chaque agent de RDF pour pouvoir imposer un compteur dans une maison. On a aujourd'hui mieux à faire et comme on en a des millions à poser, eh ben on va les poser chez tous ceux qui seront constructifs. Le déploiement de ces compteurs Linky a commencé en décembre 2015 par le Sud Vendée. Pour le moment, 4 communes ont émis des réticences sur l'installation de ces compteurs. L'ensemble du département sera couvert à l'horizon 2021.
Dans le reste de l'actualité, en Ukraine, le chantier autour de la centrale nucléaire de Tchernobyl touche presque à sa fin. 30 ans après la plus grave catastrophe nucléaire du XXe siècle, un dôme métallique vient d'être posé au-dessus du réacteur accidenté. Cette arche a été réalisée par les groupes français Vinci et Bouygues. Elle doit éviter les fuites radioactives. Un chantier auquel participe une entreprise vendéenne, Chabas et Besson, implantée au Poiret-sur-Vie. Elle a fabriqué une centaine de vérins qui ont été posés sur ce nouveau sarcophage métallique. Des vérins qui, d'ici un an, refermeront pour les 100 prochaines années le réacteur de Tchernobyl. Ce contrat a représenté près d'1,3 million d'euros de chiffre d'affaires pour l'entreprise vendéenne. Au chapitre politique, les électeurs du Château d'Olonne seront invités à voter le 11 décembre prochain. Un référendum est organisé par la municipalité autour de la fusion avec Les Sables et Olonne-sur-Mer. Si le oui l'emporte, le Château d'Olonne ne formerait plus qu'une seule et même commune avec ses voisines en 2019. Pour permettre aux habitants de se faire un avis, la sénatrice vendéenne et élue du Château d'Olonne, Annick Billon, a proposé il y a quelques jours une réunion sur ce sujet des fusions de communes. Plusieurs élus vendéens ainsi que la sénatrice d'Ille-et-Vilaine, Françoise Gattel, ont fait part de leur point de vue. Environ 250 personnes ont assisté à ce débat. C'est une réunion pour inviter les maires, leur donner de l'information, mais c'est aussi une réunion qui se voulait objective, avec une information objective sur le sujet. Je ne veux pas que la population elle aille voter et qu'elle soit trompée par des campagnes plus ou moins officielles de contre la commune nouvelle. Interview signée Élodie Pépin. Je vous propose à présent d'aller à la découverte d'une entreprise de La Roche-sur-Yon. Elle s'appelle Ideolis. Elle développe des logiciels pour la restauration collective. Elle recrute en ce moment et elle ne devrait pas avoir de difficulté à recevoir de nombreuses candidatures. Ideolis vient en effet de se classer parmi les 15 PME françaises où il fait bon travailler. 95% des salariés se disent contents de leur cadre de travail. L'entreprise vendéenne vient d'ailleurs de décrocher le label Best Workplace, une première dans le département. Alors quels sont les secrets de ce bien-être au travail? Réponse avec ce reportage de Pierre Dalicieux. Nous ne sommes pas dans une cafétéria à la fac, mais bel et bien en entreprise. Ces salariés sont en pleine partie de baby-foot. Et pour le dirigeant, cela fait partie intégrante d'une journée type dans sa société. C'est vraiment une des valeurs de l'entreprise, du bonheur au travail, de bien se sentir ici. On pense que quand on se sent bien dans une entreprise, eh bien, on travaille beaucoup mieux et on est plus efficace. Donc oui, au final, c'est plus efficace. Et ça se voit d'ailleurs. Le baby-foot est là pour se détendre et en dehors du temps de travail, quoi. Donc oui, on travaille quand même quelquefois, on essaye. Dans cet open space, la moyenne d'âge est de 30 ans. Ici, on travaille assis, debout, les postes tournent régulièrement. Au milieu des ordinateurs, la détente n'est jamais très loin. Et quand sonne midi, c'est la réunion stand-up pour tout le monde. Une réunion quotidienne qui, sous ses airs informels, s'avère très efficace. Dès qu'on s'assoit autour d'une table et qu'on se met dans une salle de réunion, on est tout de suite parti pour au minimum une demi-heure, ne serait-ce que pour asseoir tout le monde et échanger une demi-heure, une heure. Et là, ce n'est pas l'objectif. Là, il faut être efficace. Donc c'est 10 minutes, c'est debout, on échange et c'est très rapide. Une réunion qui se fait avec tout le monde, même ceux qui ne sont pas là. Car parmi les salariés, certains sont en région parisienne, à Marseille ou encore à Orléans, mais font partie intégrante de la société. On ne se rend pas compte de la distance en fait. C'est vrai qu'avec les outils, on est constamment en train de communiquer les uns avec les autres. Donc ça se passe très bien, en tout cas professionnellement. Et puis l'avantage de ce mode de fonctionnement, c'est que ça permet de concilier très facilement vie de famille et vie professionnelle. J'emmène mes enfants à l'école le matin et puis je reviens chez moi, ça devient mon bureau, je travaille et puis au lieu de me faire une petite pause café, je me fais une pause machine à laver. Ce dirigeant et ses 5 associés viennent pour la plupart de grands groupes où les méthodes de management sont plus classiques. L'humain est au cœur de la stratégie de cette entreprise. Résultat, 95% des salariés ici se disent heureux de venir travailler. Je pense que c'est difficile d'être dirigeant avec des salariés qui sont pas heureux et vice-versa. Et c'est tout un ensemble. C'est tout un ensemble et tout un équilibre à trouver. Qui n'est pas facile, hein. On disait tout à l'heure, le bonheur, ça ne vient pas tout seul. Ben, ça ne vient pas tout seul, effectivement. Il faut le préparer, il faut le travailler, il faut discuter, communiquer. On a eu, nous aussi, nos périodes de crise, nos périodes de difficultés. Mais voilà, ce qui est important, c'est la communication. L'entreprise compte moins de 30 salariés et ce patron en est quasi certain. Si demain ses effectifs devaient être multipliés par 5, sa méthode de management s'avérerait tout aussi efficace.
Alors on l'a vu, il y a le bien-être au travail, d'autres s'attachent plutôt à trouver l'harmonie chez eux, au sein de leur maison ou de leur appartement, à travers par exemple le principe du Feng Shui, un art d'origine chinoise qui établit un lien entre l'organisation de son intérieur, la disposition des meubles ou encore les couleurs et son bien-être personnel. Certains particuliers font d'ailleurs désormais appel à des connaisseurs du Feng Shui pour établir les plans de leur future maison. Reportage, Alexis Raison. Apporter un conseil Feng Shui dans la construction de sa maison, c'est une manière de raccorder dans l'harmonie son projet de vie avec son environnement de vie. C'est vraiment du bien-être qu'on met en place dans la maison. C'est prendre conscience de ce sur quoi on veut voir sa vie aboutir. Il faut que les gens, quand ils rentrent, ils disent « Waouh, on se sent bien chez vous ». Donc on va optimiser les espaces de manière à ce que l'énergie fonctionne bien, soit bien répartie dans toutes les pièces de vie. Une quête de bien-être de plus en plus recherchée pour faire face à des rythmes de vie de plus en plus intenses. En moyenne, chaque année, Maggie Oliveau travaille sur 35 projets de maison Feng Shui, sur les 50 au total que traite sa société de maîtrise d'œuvre basée au Poiré-sur-Vie. À la base de l'expertise, un découpage de la maison en 9 secteurs distincts. On travaille avec les orientations boussole. Donc chaque secteur correspond à un pan de vie, avec des codes couleurs et les 5 éléments, eau, terre, feu, bois, métal, qu'on va répartir différemment en fonction des pièces de la maison. Autre élément primordial, le choix des chambres pour les enfants notamment. Il est fait par exemple en fonction des années de naissance. L'orientation de leur lit est aussi déterminante dans l'expertise Feng Shui. Enfin, Maggie Oliveau intervient dans l'aménagement et la décoration. Par exemple, ici dans le salon, on est en secteur bois. Donc le bois, c'est tout ce qui va être vertical dans les formes, tout ce qui va être dans les couleurs marron, dans les couleurs vert. On a un carrelage en pose carrée 75 par 75 qui en fait représente dans la partie Feng Shui l'élément terre qui permet de créer cet esprit d'ancrage. Autre conseil à retenir par exemple, il concerne cette fois la chambre parentale. Veillez à ce que tout fonctionne par double, jamais par triple pour conserver l'harmonie du couple. Parlons de culture à présent avec la compagnie Grizzly de La Roche-sur-Yon. Dans la nouvelle pièce qu'elle présente, elle aborde une page difficile de notre histoire, celle de la Seconde Guerre mondiale. Le point de départ de ce spectacle, c'est un texte de Liliane Atlan, Monsieur Fugue, qui évoque la déportation des Juifs. La mise en scène, entre évocation de la réalité et poésie, permet de s'interroger sur l'homme et la barbarie. Pour la compagnie Grizzly, cette pièce est une manière de contribuer au devoir de mémoire. Cyril Guillet. Fais pas l'idiote. Ici, je peux pas courir derrière les docteurs. Après plus d'1 an et demi de travail, la compagnie Grizzly présente au public Monsieur Fugue ou le mal de terre. D'après un texte de Liliane Atlan, écrit en 1967, cette pièce mise en scène par Christophe Sauvion est le second volet d'un triptyque intitulé « À pas aveugle de par le monde ». C'est un texte que je souhaitais vraiment mettre en scène parce qu'il parle d'une thématique sur laquelle je travaille moi depuis très longtemps, qui est celle de la Shoah, des camps de concentration. Devoir de mémoire, mais aussi tout un message d'espérance pour les générations actuelles. Liliane Atlan s'est inspirée de la vie de Janusz Korczak, médecin et éducateur qui a recueilli 192 orphelins juifs dans le ghetto de Varsovie. En 1942, la décision est prise par les nazis d'éliminer les enfants. Korczak les accompagnera de son propre chef jusqu'à la mort entre les murs de Treblinka. Liliane Atlan reprend cette histoire-là, c'est-à-dire qu'au départ de Monsieur Fugue, c'est un ghetto qui a priori a été liquidé. Et pour vérifier que c'est bien le cas, l'un des soldats tend un piège et on attend. Et là, il y a 4 enfants qui sortent d'une bouche d'égout. On les prend, les soldats les prennent, les mettent dans un camion pour les emmener à Bourg-Pourri ou la vallée des Ossements. Et le soldat qui a servi d'appât décide de monter avec eux, il change de camp. À travers ce texte, Liliane Atlan nous plonge au plus profond de l'âme humaine afin d'y explorer tous les méandres et ainsi résister à la barbarie. Monsieur Fugue va accompagner ses 4 enfants vers leur destin funèbre, mais tout au long de ce voyage, il n'aura de cesse de leur raconter des histoires. Ça, c'est le choix de Liliane Atlan, de faire en sorte que l'imaginaire soit plus fort que la réalité qu'ils sont en train de vivre. Donc cet imaginaire, ça passe par les histoires, mais aussi vivre une vie. C'est-à-dire qu'ils vont à un moment vivre un mariage, et puis après ils vont vieillir. Ils vont vieillir comme s'ils allaient au bout de leur parcours humain digne
Christophe Sauvion propose une adaptation poignante de cette pièce, une manière de mettre en garde les générations actuelles sur les dangers des dérives sectaires et idéologiques. Et cette pièce, Monsieur Fugue, sera présentée la semaine prochaine au théâtre Le Marais de Challans, puis au printemps prochain à Pouzauges. On passe à la météo. Quel temps prévu pour ce mercredi? Après des brouillards et un peu de grisaille en début de journée, le ciel va se dégager pour laisser la place au soleil. Côté température, le thermomètre va remonter. Il fera 3 à 8 degrés pour les minimales. Les maxis seront comprises entre 10 et 12. Fanny Poirier vous en dit plus dans un instant. C'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Les programmes continuent sur TV Vendée. Ce mercredi, dans la grande émission, Adèle Fugère évoquera un anniversaire. Les 15 ans du CERA, le centre vendéen d'échange et de réflexion, invite régulièrement des chercheurs, des philosophes ou encore des entrepreneurs pour parler de l'avenir. Une émission à retrouver ce mercredi à partir de 18h05. Moi, je vous donne rendez-vous demain, même heure, pour un nouveau journal.